d'abord une joyeuse année, en espérant qu'elle soit la meilleure possible pour tous, surtout pour la santé. Je pense qu'à la fin de la conférence, de toute façon, vous reprendrez le sport si jamais vous n'en faites pas, ce que j'espère en tout cas. Donc, je vous souhaite aussi une bonne reprise de l'activité physique si vous n'en faites pas. Alors, pour commencer, on va un petit peu voir et définir l'inactivité physique. Souvent, on parle de sédentarité ou d'inactivité physique. Alors, les deux termes peuvent être un petit peu différenciés. Donc, l'inactivité physique, c'est souvent quand on est malheureusement en dessous de des recommandations de l'OMS en termes de dépenses physiques. Donc, s'il y en a qui sont un petit peu au courant, on parle souvent de 150 minutes d'activité physique par semaine, plutôt d'intensité moyenne à élevée. Et donc, pour toutes les personnes qui sont en dessous de ces 5 fois 30 minutes d'activité physique, elles sont considérées comme inactives. C'est la petite différence avec la sédentarité, qui elle est définie par tous les gestes quotidiens qui sont assis ou allongés. Donc ça, souvent, malheureusement, par les professions, on a des activités parfois sédentaires, surtout bureautiques. Donc voilà, la petite distinction, l'inactivité, c'est quand on ne fait pas assez d'activité, en dessous des recommandations. Et la sédentarité, c'est vraiment les phases où on est assis, statique, soit à regarder un écran, ce qui est souvent le cas, soit devant sa télé. Donc voilà pour l'inactivité physique. Parfois, c'est volontaire, parfois, c'est involontaire. Pour les sportifs, c'est souvent la blessure ou les congés qui nous forcent à s'arrêter. Et pour les personnes un petit peu moins actives, des fois, c'est la vie quotidienne. On peut s'arrêter après les enfants, on peut s'arrêter pour X raisons. Et on va voir aujourd'hui comment on peut reprendre, surtout. Donc voilà pour l'inactivité. Alors, malheureusement, cette inactivité physique, donc là, je pense que je ne vous apprends rien, elle entraîne des modifications physiologiques, notamment la désadaptation à l'effort. Pourquoi? En fait, on s'aperçoit que déjà, à partir de 14 jours d'arrêt, donc c'est assez court, potentiellement les vacances de Noël, on perd déjà en capacité cardiovasculaire. Ce qu'on parle, c'est la diminution de la VO2 max. Alors, pour faire assez simple, la VO2 max, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme, c'est en gros la puissance du moteur qui fonctionne avec l'oxygène. Donc, le corps, il fonctionne avec deux moteurs principaux, comme une voiture hybride. La partie thermique qui fonctionne à l'oxygène, c'est la filière aérobie qu'on appelle. Et bien, cette puissance-là, malheureusement, elle diminue dès 14 jours d'arrêt. C'est ce qui nous fait que quand on arrête après 15 jours, souvent, si on reprend un petit footing, on est plus essoufflé qu'avant l'arrêt. Donc, ça va assez vite dans les effets, malheureusement. Donc, ça, c'est pour l'endurance cardio-respiratoire. Comme je disais, il y a un moteur principal avec l'oxygène, c'est le moteur thermique. Le moteur électrique qui fonctionne sans oxygène est plus puissant, mais malheureusement, il y a une petite batterie. Donc, on résiste moins longtemps sur ce moteur-là et ce n'est pas celui qui est impacté. Donc là, diminution de l'endurance cardio-respiratoire dès le 14e jour d'arrêt. Ensuite, l'endurance musculaire aussi diminue. Donc, on perd en endurance musculaire. Donc là, la première partie, c'était vraiment au niveau central, tout ce qui se passe au niveau du cœur, des vaisseaux, des poumons. Et malheureusement, on a aussi une atteinte musculaire par l'inactivité physique. On a une augmentation par-dessus tout ça, on a une augmentation du coût énergétique. Donc, non seulement on a moins de réserves énergétiques, mais en plus, on les consomme plus. Pour faire le parallèle encore avec les voitures, peut-être qu'avant l'arrêt de l'effort, on était en consommation à 6 litres au 100. Et malheureusement, quand on s'arrête, on perd cette efficacité et on va monter par exemple à 10 litres au 100. Donc, pour un même effort, on consomme plus d'énergie au départ, en plus en ayant moins d'énergie à disposition. Par-dessus ça encore, on perd en force. Donc là, c'est plutôt la capacité musculaire cette fois. Donc la force diminue aussi assez rapidement. La plupart de ces effets-là, je vous ai parlé de l'endurance qui diminuait dès 14 jours d'arrêt. En général, on parle de 8 semaines. Donc, dès 8 semaines d'arrêt, on a déjà tous ces effets-là qui sont vraiment significatifs. Donc, perte de force et perte de souplesse. Alors, il y a quelques dessins qui ont sauté, excusez-moi. Donc, il y a perte de force, perte de souplesse. Donc, on a une moins bonne mobilité aussi articulaire. On a une diminution des capacités motrices. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qui est coordination. Pour faire simple, par exemple, un joueur de tennis, s'il arrête plusieurs mois de tennis, le jour où il reprend le tennis, peut-être que les balles ne vont pas arriver aussi précisément sur le court. Donc ça, tout ce qui est habileté motrice, coordination.
ou proprioception, donc tout ce qui est l'équilibre aussi, malheureusement, on le perd aussi avec l'inactivité physique. Et on va voir comment le reprendre. Mais c'est aussi à prendre en compte. On a plus de fatigabilité, pardon, à la fois physique par toutes les désadaptations qu'on a vues précédemment, mais aussi mentale. C'est-à-dire que quand on s'arrête de faire l'activité physique ou sportive, malheureusement, on a du mal à reprendre. Et c'est là où on va trouver un petit peu les biais pour essayer, au niveau motivationnel, de reprendre l'activité physique et surtout de la tenir dans la régularité. Donc, fatigabilité physique et mentale, on supporte moins bien les charges d'entraînement. Souvent, augmentation du poids, alors là, principalement, surtout après les fêtes, mais on a souvent le poids de corps qui augmente. Alors ça, évidemment, ça a aussi une incidence sur les articulations. Suivant la reprise de l'activité physique, il faudra le prendre en compte. Si on a arrêté pendant 5-6 ans et qu'on a pris 10 kilos, forcément, les articulations ne vont pas supporter le poids de la même façon. Et en supplément, on utilise plutôt les sucres que les graisses. En fait, là, le fonctionnement interne du corps, qui se base sur principalement 2 sources d'énergie, donc le sucre et les graisses, plus on est entraîné et plus on va utiliser les graisses à la place du sucre pour épargner en fait le sucre qui lui sert au cerveau. Et malheureusement, quand on s'arrête de s'entraîner, cette économie-là du corps qui va utiliser préférentiellement les graisses se perturbe le métabolisme. Et quand on reprend, on va utiliser plus rapidement les sucres. Et malheureusement, on a beaucoup moins de réserves de sucre que de graisse dans le corps. Donc, on a un moins bon fonctionnement général du corps. Donc ça, c'est malheureusement tout ce qui arrive quand on s'arrête de pratiquer. Donc tout ça pour dire que si, alors je m'adresse là principalement aux entraîneurs, mais quand on a des sportifs qui veulent reprendre l'activité physique après une période non négligeable d'arrêt, malheureusement, même si peut-être physiquement ils apparaissent encore athlétiques, en fait, il y a quand même des modifications internes qui se sont passées, physiologiques, et qui font que la personne est quand même moins entraînée que ce qu'on a peut-être pu l'entraîner il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années. Donc ça, attention à ne pas se faire avoir avec des athlètes qui reviennent après arrêt, de ne pas les remettre tout de suite à fond sur l'entraînement. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc pensez-y, ce n'est pas forcément visible. Voilà. Alors, la sédentarité, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Juste pour faire un petit parallèle point santé, donc c'est sûrement un rappel pour la plupart, mais ce qui ressort de l'OMS quand même, c'est que les personnes ayant une activité physique insuffisante, malheureusement, on risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont plutôt actives. Il y a d'autres chiffres de l'OMS qui parlent de 3,2 millions de personnes qui meurent chaque année en cause de l'inactivité physique. Donc, c'est la 4e cause de mortalité au monde. Donc, malheureusement, c'est quand même des morts qui seraient évitables par une activité physique supérieure. Donc, ce n'est pas négligeable. Il faut quand même l'avoir en tête. Toujours pour faire le parallèle avec la sédentarité, le gros risque, pareil, c'est assez courant, mais c'est bien de le rappeler aussi, ça évite de s'arrêter et de devoir reprendre l'activité physique. Le risque principal, c'est cardiovasculaire, donc tout ce qui est AVC, problème cardiaque, notamment infarctus, le problème de diabète et l'obésité. Ça fait partie vraiment des facteurs métaboliques qui sont vraiment importants à prendre en compte parce que c'est pour le coup évitable quand on fait suffisamment d'activité physique. On a également les problèmes d'ostéoporose qui arrivent. Donc, en fait, quand le tissu osseux n'est pas suffisamment stimulé par des impacts, par des tractions donc appliquées par les muscles, malheureusement, le tissu osseux se dégrade avec le temps. Donc, c'est un processus naturel du vieillissement, mais qui est accentué par le manque d'activité physique. Donc, ça crée malheureusement des problèmes de fractures, voire de fractures graves comme le col du fémur. Donc, problème d'ostéoporose, tout ce qui est problème de cancer. Alors, j'ai mis les principaux cancers du côlon, cancer du sein, qui sont eux largement reconnus comme étant largement favorisés par la sédentarité. Mais en fait, tout cancer confondu, malheureusement, sont en partie entraînés aussi par le manque d'activité physique. On en parle souvent moins, mais c'est au moins autant important que le reste. C'est les problèmes d'anxiété et de dépression.
Ça, en plus, on peut en parler largement maintenant, malheureusement, avec cette épidémie qui commence à durer. Le manque d'activité physique a une réelle influence psychique. Et ça entraîne malheureusement des incidences de dépression supérieures donc dans les populations qui sont inactives par rapport aux populations qui sont actives. Donc ça, c'est aussi évidemment à prendre en compte. Les problèmes, comme je pense malheureusement la plupart d'entre nous connaissons, les problèmes ostéo-articulaires, musculaires, là évidemment, pareil, quelqu'un qui est sédentaire aura beaucoup plus de problèmes de genoux, de dos, d'épaule, de trapèze qui tire, etc. Donc tout ça, malheureusement, c'est accentué par la sédentarité. Donc là, c'était juste pour faire une aparté en disant ne pas s'arrêter de faire de l'activité physique. Donc en prérequis pour la reprise, là on revient un petit peu sur notre sujet, il y a des recommandations, on les verra un tout petit peu plus tard, où déjà à partir de 35 ans pour les hommes, c'est recommandé quand même, si on a une période non négligeable d'arrêt de l'activité physique, tout simplement de passer une visite médicale avant de reprendre, au moins pour faire un check-up et voir que tout aille bien, pour ne pas reprendre dans des mauvaises conditions, au moins médicales. Donc on le verra tout à l'heure sur les précisions, mais j'insiste là-dessus. Déjà à partir de 35 ans, c'est recommandé, si on veut reprendre l'activité physique, de passer chez le médecin, pour vérifier l'aptitude médicale. Alors, ensuite, en prérequis, il y a l'hygiène de vie. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une conférence précédente, mais ça me tient à cœur. Je le redis, l'environnement du sportif, il doit être sain, surtout quand on reprend. C'est valable pour tous les sportifs, mais quand on reprend, c'est vraiment la condition de la reprise réussie, c'est l'hygiène de vie. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'activité physique, c'est un nombre d'heures par semaine et tout le reste du temps, tout ce qui est à côté de l'activité physique rentre en compte. Donc l'hygiène de vie, hop. Alors, là, on a tous les comportements à éviter, évidemment. Notamment, on le voit en haut à gauche, c'est la sédentarité. Clairement, le canapé devant la télé, c'est pas extra. Tout ce qui est stress, on a un peu parlé des facteurs psychiques tout à l'heure, tout ce qui est stress, tout ce qui est malnutrition, donc notamment tout ce qui est fast-food, la cigarette, le tabac et le manque de sommeil. Ça, c'est vraiment les facteurs principaux d'une mauvaise hygiène de vie. Et tous ces facteurs-là, malheureusement, vont faire que la reprise de l'activité physique ne sera pas réussie. Parce que ça entraîne de la fatigue, on a un problème de récupération, il y a de l'inflammation qui est créée par le tabac et la malnutrition, le stress également, ça entraîne un processus inflammatoire. Et le manque de sommeil, c'est pendant le sommeil qu'on se répare. Donc si on veut reprendre l'activité physique, on a besoin au mieux d'avoir une bonne qualité de sommeil. Donc tout ça, dans la reprise, on essaye évidemment d'éviter. C'est toujours pareil, c'est un environnement général. A contrario, évidemment, j'encourage, et c'est le thème du jour, la reprise de l'activité sportive sous différentes formes. Là, on voit yoga, vélo, course à pied, sport en intérieur, natation. Toute activité physique est bonne pour le corps. Pareil, on essaie de trouver, alors c'est jamais évident à mettre en place, mais on peut d'essayer de calmer un petit peu le jeu, peut-être au travail ou en famille, et retrouver plutôt un moral apaisé, même si en ce moment c'est compliqué, pour éviter tout ce qui est stress. Voilà. Donc aménager son temps pour avoir moins de stress. L'alimentation plutôt saine, donc plutôt de l'eau que des boissons énergisantes ou des jus, et plutôt une assiette bien équilibrée et bien proportionnée. Et pour faire le complément, évidemment, avec du sommeil. Donc ça, c'est les piliers fondamentaux. Le sommeil, l'alimentation, le stress et l'activité physique. C'est vraiment le socle qui va permettre une bonne reprise de l'activité physique. Alors, une fois qu'on a tout ça, donc on a créé notre socle en hygiène de vie plutôt correcte pour bien reprendre. Et maintenant, il faut savoir pourquoi on veut reprendre. Donc ça, se fixer des objectifs, pour moi, c'est vraiment la base à faire avant de reprendre. C'est pourquoi, à un moment donné, je veux reprendre le sport. Donc, il y a plein de possibilités différentes. Ce n'est pas exhaustif. Ça peut être déjà ciblé si c'est compétitif ou loisir, ce qui sera différent sur la reprise de l'activité sportive. Ça peut être sociaux. Tout ce qui est reprise avec les amis, ça peut être très bien, très encourageant. Des fois, c'est parce que j'ai un ami qui s'est remis à l'activité physique. Voilà. Ça, vraiment, ça marche plutôt bien. Quand on est plusieurs, ça marche bien.
Ça peut être un objectif de santé, et ça, il y en a de plus en plus. Comme par hasard, depuis 2 ans, moi, j'ai beaucoup de demandes vraiment liées à la santé, donc reprise de l'activité physique santé, vraiment pour résister à tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Il y a aussi les facteurs esthétiques, notamment souvent c'est à partir d'avril-mai où on commence un peu à s'énerver pour les pectoraux, les abdos, les tablettes. Ça fait partie aussi des objectifs. Donc, plusieurs objectifs, mais il faut le cibler. Et suivant l'objectif qu'on a, évidemment, ça engendrera une reprise différente. Donc ça, c'est déjà se cibler les objectifs. Une fois qu'on les a ciblés, il faut des objectifs réalisables. Ils sont adaptés à son niveau. Alors ça, c'est le plus important. Je reçois pas mal d'anciens sportifs qui ont arrêté, moi, un certain temps. La plupart du temps, ils ont du mal à comprendre qu'on redémarre doucement et qu'on redémarre par les fondamentaux. On le verra tout à l'heure. Faut vraiment accepter, quand on a été sportif et qu'on ne l'est plus, que le niveau n'est pas le même. On l'a vu au tout début de la conférence avec les désadaptations à l'effort. Il faut vraiment prendre conscience de son niveau, que ce soit le sportif ou l'entraîneur. Donc, l'objectif doit être réalisable. Ce n'est pas en 2 mois qu'on va chercher à faire le sommet du Mont Blanc. Si on a arrêté pendant 10 ans, voilà, il faut être lucide sur son objectif. Ça peut être un objectif, mais il faut se laisser le temps de l'atteindre. Évidemment, lié à l'âge. Pourquoi ? Parce que suivant le temps d'arrêt, d'inactivité, non seulement il y a les effets de l'inactivité qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est amplifié par le vieillissement. Parce que peut-être qu'on s'est arrêté quand on avait 30 ans, quand on en a 50, on a 20 ans de plus. Forcément, il y a l'effet cumulé de l'âge et de l'inactivité, et on ne reprend pas à 50 comme on faisait à 30. Le vécu, alors ça, moi, je le vois tous les jours. J'encourage les plus jeunes à faire beaucoup d'activité physique. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a déjà fait de l'activité physique, même si ça a arrêté 10 ans, il pourra quand même reprendre plus vite que quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité physique. Âge égal. Ça, je vous dis, je le constate tous les jours. Quelqu'un qui a déjà été sportif, alors un sportif amateur mais régulier, a une mémoire corporelle. On a une mémoire corporelle. Et même s'il y a eu arrêt et qu'à la reprise, la personne n'est pas en bonne condition physique, elle le redevient relativement rapidement par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité. Et son environnement. Donc l'environnement, on va en parler un tout petit peu après. Ça, c'est hyper important parce que suivant les objectifs qu'on se fixe, ce n'est pas toujours en accord avec le cercle familial, le cercle professionnel. Et malheureusement, ça crée des contraintes qui empêchent la réalisation souvent de l'objectif. Donc, si on ne respecte pas ces critères-là, donc le niveau, l'âge, le vécu, l'environnement, très souvent, c'est anxiogène. C'est qu'on s'est fixé des objectifs peut-être trop difficiles à atteindre, que ce soit en termes de performance ou en termes de logistique, d'environnement. Comme je dis, si à un moment donné, le soir, on doit aller chercher ses enfants, peut-être qu'il ne faut pas se caler un créneau sport à ce moment-là, forcément. Mais tout ça, ça peut créer de l'anxiété. Et forcément, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas très bon et malheureusement, ça amène à abandonner. Alors, un point indispensable que j'adore, c'est l'objectif plaisant. À un moment donné, si on ne reprend pas l'activité physique pour au moins un des objectifs de plaisir, alors on a vu, on peut en avoir plusieurs évidemment, c'est même conseillé, il faut à un moment donné se faire plaisir. Alors on peut trouver le plaisir dans différentes motivations, mais il faut à un moment donné avoir du plaisir. Donc c'est adapté à ses goûts. Si on aimait le tennis avant, on peut faire une petite préparation pour reprendre le tennis. Ce n'est pas interdit. S'il n'y a pas de contrainte médicale, si c'est ce qui nous plaît, on peut faire du tennis. Après, il y a toujours des activités qu'on peut faire, mais surtout qui nous plaisent. Il y a des sports qui sont plus difficiles à reprendre à un certain âge. Donc, des fois, il faudra faire un peu de préparation physique pour reprendre son sport. Mais il faut chercher l'objectif du plaisir. D'autres, c'est vraiment dans la préparation physique générale qui retrouve du plaisir. Mais en tout cas, chacun doit trouver un sport ou une activité sportive, physique, qui lui plaît. Adapté à ses contraintes familiales, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et professionnelles. Ça, c'est très important. Alors, pas des difficultés, mais c'est assez compliqué souvent de cumuler les deux. Entre la nécessité de faire de l'activité physique sur une certaine quantité par semaine et en même temps essayer de caler dans les contraintes qu'on peut avoir familiales ou professionnelles. Des fois, c'est difficile de se dire je vais me lever un peu plus tôt pour aller faire une marche ou aller courir,
ou aller au travail en vélo. Et pourtant, des fois, il faut essayer de le faire. Donc, il faut vraiment essayer d'impliquer tout le monde, souvent la famille, dans son projet, en tout cas, de reprise d'activité. Sinon, malheureusement, ça crée des tensions et ça peut faire partie malheureusement, des possibilités d'échec. Et c'est donc aussi l'objectif plaisant. Donc, on doit y trouver ses motivations. Donc, ça, c'est vraiment important, de se faire plaisir dans ce qu'on va entreprendre. Alors, là, des petits conseils à ne pas faire. Donc, c'est se donner les objectifs des autres. Alors, ça aussi, je l'ai mis parce que ça m'est arrivé d'avoir des gens qui venaient avec d'autres personnes. Et en fait, l'objectif était pour une des personnes et pas forcément pour l'autre. Mais comme c'est stimulant, il y a un effet de groupe. Finalement, c'est des gens qui commencent ensemble, mais qui s'arrêtent assez vite parce que si l'objectif, ce n'est pas le sien propre, on revient sur le plaisir, tout ça, malheureusement, on abandonne assez vite. Et ça, c'est vraiment l'abandon en fait, de la reprise, c'est le plus grand piège. Enfin, c'est un des plus grands pièges, on en verra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment la régularité. Donc, se donner les objectifs des autres, non, on a ses propres objectifs. Avoir les objectifs d'il y a 20 ans, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on faisait un sport de plutôt bon niveau jusqu'à 30 ans et qu'on a arrêté, quand on reprend à 50, parfois, il faut redescendre un petit peu d'objectifs. On peut faire le même sport, mais pour le tennis, peut-être que ça sera des doubles en premier et pas des simples, etc. Donc, il y a des remédiations à faire. Mais attention de ne pas avoir les objectifs d'il y a 20 ans. Et ça, malheureusement, ça m'arrive assez souvent aussi, d'avoir des très grands sportifs d'il y a quelques années qui ont du mal à basculer sur une autre forme de pratique, en tout cas. Avoir un seul objectif, j'en ai un petit peu parlé, c'est bien d'avoir plusieurs objectifs. Pourquoi ? Parce que s'il y en a un qu'on n'arrive pas à atteindre, on a toujours d'autres pour nous rattraper. Donc, objectif de performance, objectif esthétique, objectif de plaisir. On essaye de jongler entre ces différents objectifs pour essayer toujours d'en avoir un qui nous accroche et nous motive. Et je l'ai redit, mais avoir des objectifs sans plaisir. Donc, avoir des objectifs sans plaisir, c'est pareil. Malheureusement, c'est très souvent voué à l'échec, c'est qu'au bout de quelques temps, on arrête parce que s'il n'y a pas de plaisir, on a du mal à s'y tenir, en fait. Voilà. Parce que ça reste une contrainte pour la plupart des gens qui ne font plus d'activité physique de s'y remettre, parce qu'il faut trouver du temps pour le faire, de la motivation. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans la vie quand on veut reprendre correctement. Donc vraiment, la notion de plaisir, j'insiste là-dessus. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Donc maintenant, on va parler de la reprise. Donc là, on a vu tout le socle qu'il fallait avoir, surtout l'hygiène de vie et les objectifs à se fixer. Avant de commencer la reprise, maintenant, on va parler de la reprise d'activité sportive. Alors, comment elle doit être cette reprise ? Déjà, il faut respecter quelques règles. Ça, pareil, j'avais déjà présenté en conférence. C'est les 10 règles d'or des cardiologues du sport, du club des cardiologues du sport. Alors, qui ne concernent pas forcément la reprise, mais qui concernent en fait tout sportif de tout âge. Donc, je vais juste les rappeler brièvement. Alors, en 1, et ça, j'y tiens, c'est je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal survenant à l'effort. Ça, bien évidemment, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand on reprend, il faut directement le signaler à son médecin. Je signale à mon médecin aussi toute palpitation cardiaque survenant à l'effort. Donc, en gros, c'est un peu tout ce qui peut se passer au niveau essoufflement cardiaque. On prévient son médecin. Je signale également tout malaise qui serait apparu pendant l'effort à mon médecin. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives. Donc, l'échauffement, on en reparlera tout à l'heure. C'est aussi vraiment à ne pas négliger, surtout en reprise, parce qu'on l'a vu, on est désadapté à l'effort. Et justement, l'échauffement, pour le but, c'est de l'adapter à l'effort qui arrive. Donc, l'échauffement encore plus strict que ce qu'on pouvait faire avant, et le retour au calme, bien entendu. Je pense à m'hydrater. Donc là, je bois 3-4 gorgées toutes les 30 minutes. J'évite les activités intenses par les températures extérieures défavorables. On va dire entre moins 5 et 30 degrés. Les moins 5 degrés ici, on ne les a pas souvent. Par contre, les 30 degrés, on peut souvent les atteindre. Donc attention aussi à l'activité physique proche de la saison estivale, surtout quand il y a des pics de pollution. En 7, c'est je ne fume pas, surtout dans les 2 heures avant ou après l'effort. À savoir que le tabac, la cigarette, a un effet sur la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc en fait, les vaisseaux sanguins, ils sont censés pouvoir se contracter ou se relâcher en fonction de l'effort ou pas. Et malheureusement, cette
ce mécanisme-là est perturbé par la cigarette, notamment dans les 2 heures avant ou 2 heures après. Ça, le problème, c'est que déjà, on n'est pas très bien conditionné pour la reprise de l'activité physique. Si en plus on empêche nos vaisseaux de s'adapter à l'effort, vous comprenez que ce n'est pas très bon et que malheureusement, ça risque d'entraîner des problèmes cardiaques notamment, et d'AVC. 8, je ne consomme jamais de substances dopantes, ni d'automédicamentation. Ça concerne surtout nos sportifs, bien évidemment, donc c'est un rappel. Je ne fais pas de sport intense. Alors ça, très important, le point 9, surtout en ce moment. Je ne fais pas de sport intense si j'ai de la fièvre et dans les 8 jours qui suivent la fin de l'épisode de fièvre. Donc fièvre, courbature. À l'époque, c'était pour la grippe sûrement. Maintenant, c'est aussi pour le Covid et tous les virus en général. Quand on a de la fièvre, la très mauvaise idée, c'est d'aller faire du footing pour transpirer et pour évacuer la fièvre. Ça n'existe pas. Le gros risque qu'on a quand on fait de l'activité intense en fièvre et dans les 8 jours qui suivent la fièvre, c'est malheureusement que l'inflammation créée par le virus vienne se loger dans le cœur, dans le muscle cardiaque, ça s'appelle les myocardites. Et ça, c'est très grave. Donc, vraiment, il faut arrêter, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, il faut arrêter d'aller faire du footing quand on a de la fièvre pour évacuer la fièvre. Ça n'existe pas. Et au contraire, c'est très dangereux. Voilà. Donc, on laisse le corps se reposer quand on a un virus et on reprendra par la suite. Et en 10, je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité. Donc, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les recommandations, 35 ans pour les hommes, 45 ans pour les femmes. Voilà, donc ça, c'est dicté par les cardiologues. C'est les recommandations. Donc, 35 ans, c'est relativement jeune, mais donc, il faut y penser. Souvent, on pense que c'est 50, 60 ans. Non, dès 35 ans, c'est conseillé de faire un bilan. Donc ça, voilà, c'est pour les 10 règles en général. C'est bien, si vous avez des clubs de sport, de mettre une affiche pour le rappeler à tout le monde. Donc, l'activité physique et sportive, pour la reprise, et même de façon générale, elle doit être adaptée, régulière et progressive. Ça, c'est les 3 clés pour vraiment la reprise réussie. Donc, on va détailler un petit peu. Alors, l'activité physique adaptée. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, c'est adapté au profil de chacun, aux objectifs dont on a parlé juste avant, aux antécédents et de façon générale, vraiment à la personne, au sportif, au sujet. Pourquoi? Parce qu'on le voit sur les photos, si jamais ce n'est pas adapté l'activité physique, alors on peut se l'adapter à soi quand on est sportif ou quand on est entraîneur, l'adapter au maximum à notre public. Pourquoi? Parce que dans un moindre mal, c'est le risque de blessure. Classiquement, sur la reprise de sport, le plus gros, alors le risque dont on a le plus de chances ou le plus de risque de développer, c'est le risque traumatique, donc musculaire souvent ou articulaire. Et malheureusement, ce qui arrive moins fréquemment, mais qui arrive quand même et qui est beaucoup plus grave, c'est le risque cardiaque. Donc AVC ou infarctus, qui peut arriver malheureusement sur la reprise du sport, si elle est mal faite. Donc ça, c'est vraiment important de prendre en compte son sportif, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment avec son profil, ses objectifs, ses antécédents, pour réussir au mieux sa pratique. Sinon, ça peut être dangereux. Donc, il faut le retenir. Alors, le plus bénin, malheureusement, c'est la blessure. Ça peut arriver. Et le plus grave, c'est quand même les problèmes cardiaques. Donc ça, c'est en prendre en compte. Ensuite, pour bien comprendre le schéma de la façon d'adapter une pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une fourchette. Quand on pratique de l'activité physique, il y a une fourchette avec des seuils. Quand on est sur une fourchette basse en dessous du seuil, qui permet d'avoir des bénéfices, donc le seuil de bénéfice, en fait, malheureusement, l'exercice il est trop faible en intensité, en régularité, pour créer des adaptations dans le corps. Parce qu'en fait, le corps, quand on s'entraîne, il subit un stress sur la séance, et c'est ce stress-là qui engendre des adaptations dans le corps, qui fait que le corps va être meilleur pour résister justement à la séance. Si jamais la séance est trop facile ou pas assez régulière, malheureusement, le corps ne va pas s'y adapter. Si on est capable de marcher 10 km et qu'on en marche 5, il n'y a aucune raison pour que le corps soit plus endurant et plus fort musculairement, parce qu'en fait, il sait déjà marcher 10, alors si on n'en marche que 5, il ne va rien se passer. Ça reste du temps bénéfique pour lutter contre la sédentarité, ça oui, mais on ne va pas s'améliorer la condition physique en étant, entre guillemets, en dessous de ses capacités. Donc ça, c'est vraiment comprendre qu'il y a un seuil minimal à atteindre pour commencer à améliorer sa condition physique. Malheureusement, le plus grave, c'est le seuil de risque au-dessus. Donc là, c'est le trop. Donc trop en intensité, trop en fréquence.
Là, c'est le risque de surentraînement pour les sportifs, le risque de blessure et d'accident cardiovasculaire, ce qu'on a vu juste avant. Donc l'idée, que ce soit pour soi-même en tant que sportif ou pour les entraîneurs, c'est de jongler et de travailler dans cette fourchette. Suffisamment intense et régulier pour créer des adaptations qui vont améliorer la condition physique, et en même temps, pas trop dur, parce qu'on risque la blessure, plus grave l'accident cardiaque et le surentraînement. Sachant que plus on est débutant ou en reprise, et plus cette fourchette est quand même grande. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et plus on est sportif de haut niveau, et plus elle se resserre la fourchette. C'est là où c'est plus dur techniquement avec les sportifs de haut niveau qu'avec quelqu'un qui reprend. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand on reprend, on est déconditionné, et entre guillemets, la moindre stimulation d'entraînement va permettre déjà de progresser. À l'inverse, si on est déjà sportif, le seuil de bénéfice est très haut, et malheureusement, on est souvent proche de la limite aussi du surentraînement. Mais voilà, si on s'occupe d'un public qui est en reprise, ne vous inquiétez pas, la fourchette est très large. Donc, l'activité physique régulière. Donc ça, pareil, c'est un des maîtres mots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire régulier ? Évidemment, c'est toutes les semaines. Mais surtout, d'un point de vue physiologique, donc ça, c'est la littérature, qui nous dit que pour être efficace, un programme, il doit durer plus de 2 mois. On doit faire normalement plus de 2 séances par semaine. C'est 3. Entre 2 et 3 séances par semaine d'activité physique. C'est la recommandation en termes d'activité sportive. Et elles doivent durer plus de 30 minutes. 30 minutes à plus de 30 minutes. Ça, c'est ce qui est nécessaire pour progresser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire moins. Ça va lutter contre la sédentarité, mais on ne va pas progresser physiquement, la condition physique. Voilà. Seuil minimal, c'est de façon générale, mais c'est ça. 2 séances à 3 par semaine, au moins pendant 2 mois. Après, il faut continuer. Et minimum 30 minutes. Sachant que du coup, dans les 30 minutes, il y a l'échauffement et le retour au calme. Donc, ça fait, voilà. Normalement, ça fait des petites séances déjà. Hop. Alors, ça revient. Voilà. Ensuite, dernier point clé, c'est l'activité physique sportive qui doit être progressive. Alors là, je vais insister parce que c'est vraiment la progressivité qui va faire qui va faire réussir la reprise sportive. Pour ça, il y a plein de paramètres modifiables. Donc là, je parle surtout aux entraîneurs, mais aussi à ceux qui s'entraînent tout seuls. Au départ, on peut évidemment jouer sur le nombre de séances. On peut tout à fait démarrer par une séance par semaine. Ce n'est pas parce qu'on démarre par une séance par semaine qu'on n'est pas dans les clous. Par contre, pour augmenter de façon progressive l'activité sportive, on peut passer de 1 séance par semaine à 2 séances par semaine, puis à 3. Voilà. Donc ça, c'est déjà une forme de progression. Ensuite, c'est le temps de la séance. Tout à l'heure, je vous ai dit juste avant, c'est à partir de 30 minutes qu'on peut considérer qu'on a suffisamment fatigué l'organisme pour qu'il se répare suffisamment et qu'il s'adapte à l'effort. On peut commencer par 10 minutes, 15 minutes, si on n'est pas capable de faire une demi-heure, et progressivement arriver quand même à cet objectif des 30 minutes pour le dépasser ensuite. Voilà. Donc là, pareil, le temps de la séance peut s'allonger. On augmente le volume de la séance. Ça passe souvent par le nombre d'exercices si on fait des exercices différents. Le nombre de répétitions et de séries dans l'exercice. Je ne sais pas, moi, si on fait un exercice de musculation, par exemple, on peut commencer avec 3 séries de 10 répétitions pour petit à petit augmenter à 4 séries, puis 5 séries, et au lieu de faire 10, on fait 12 et 15. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des paramètres qu'on peut augmenter régulièrement. Les modalités d'exercice. Donc les modalités d'exercice, c'est rendre plus difficile l'exercice, tout simplement. Alors, soit, si c'est des poids, on rajoute du poids. Soit c'est la forme d'exercice. Par exemple, on peut faire des pompes à genoux au départ, puis passer sur les pieds ensuite pour faire les pompes. Ou pareil pour le gainage ventral. Donc, c'est changer la forme de l'exercice pour qu'il soit naturellement plus dur. Et ensuite, alors en dernier, je le mets en dernier, le temps de repos. Alors, le temps de repos, si on fait plusieurs séries, on peut réduire au fur et à mesure le temps de repos. Ça s'adresse quand même aux sportifs de bon niveau. Quand on reprend l'activité physique, on ne commence pas par réduire son temps de repos. Parce que le corps, il est désadapté, il a plus de temps et de mal à récupérer. Donc, en premier, on change le reste. Et une fois que les séances sont bien cadrées, on peut commencer à diminuer son temps de repos. Donc voilà, on peut jouer sur tous ces paramètres-là au fur et à mesure pour augmenter la difficulté de notre programme de reprise.
Donc, voilà, je viens de le dire. Donc, c'est augmenter régulièrement la charge d'entraînement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisme il s'adapte à un stress. Donc, le stress, c'est la séance de sport. Et en général, en 2 à 3 séances, le corps s'est adapté. Si on fait 2 ou 3 fois la même séance en termes de difficulté, le corps s'y est adapté. Donc, il a amélioré la force des muscles, il a amélioré la force du cœur, etc., pour résister à cet entraînement. Et du coup, il va plus s'améliorer. On peut entretenir sa condition physique, mais on ne va pas l'améliorer. Si on cherche vraiment à améliorer son potentiel, notamment quand on redémarre, il faut penser régulièrement, toutes les 2 semaines, 3 semaines, parfois un mois, mais à augmenter la difficulté de nos séances, comme on l'a vu en jouant sur les différents paramètres. Donc ça, c'est vraiment important parce que souvent, moi, j'ai des gens qui arrivent à mon bureau et quand je leur pose la question s'ils font du sport ou la condition physique, alors c'est très souvent le footing du dimanche matin, souvent faute de temps. Et quand je leur pose la question de ce qu'ils font en footing, très souvent, ils me disent j'ai mon parcours habituel. Je le fais en 30, 40, 50 minutes, 1 heure. Mais en fait, ils font ça depuis 3, 4, 5, 6 ans des fois. Ou le dimanche, c'est le rituel, ce qui est bien. Hein. Mais là, en fait, je leur dis que ça fait 6 ans, effectivement, qu'ils ne sont pas sédentaires à ce moment-là. Ils font de l'activité physique à ce moment-là. Mais ils ne vont pas chercher à progresser. Enfin, ils ne progressent pas. Le corps, il ne progresse plus parce que si le parcours de footing est fait dans les mêmes temps, sur la même distance, c'est que la personne court à la même vitesse tout le temps. Et cette vitesse-là ne crée plus de stress à l'organisme. Donc, on ne va plus progresser. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de faire varier ces paramètres. Soit on augmente la distance, soit on augmente le temps de course. Ça joue sur la vitesse, évidemment. Soit on commence à travailler sur la vitesse. Maintenant, il y a pas mal d'outils, on le verra tout à l'heure, notamment les montres connectées ou les téléphones qui permettent d'avoir plein de paramètres. Les vitesses, la distance parcourue, etc. Donc, même quelqu'un qui ne veut pas se remettre en capacité compétitive pour la course à pied, mais juste pour le plaisir, parfois, c'est stimulant aussi de trouver une amélioration dans ce qu'il fait. Ça peut être juste, ne serait-ce que de faire le parcours en sens inverse des fois, ou de trouver un nouveau parcours, ou voilà, il y a plein de possibilités, ou d'accélérer tout simplement, ou de varier les allures, etc. Mais il faut casser cette routine d'entraînement, quand on l'a, pour continuer à progresser. Ça, c'est vraiment important parce qu'on stagne assez vite. Dernier point important là-dessus, c'est que j'ai envie de dire chacun son rythme. Ça aussi, je l'ai vu très souvent. Malheureusement, des gens qui reprennent en groupe, alors c'est très bien de reprendre à plusieurs, c'est stimulant, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, donc chacun son objectif, on l'a vu. Et surtout, chacun son rythme. C'est que, en fonction du vécu, des antécédents, de ce qu'on a pu vivre dans notre vie, etc., de la génétique aussi, il y a un facteur génétique, les gens s'adaptent plus ou moins vite au sport. Il y a l'hygiène de vie également, évidemment. S'adaptent plus ou moins vite à la préparation physique, à l'activité physique. Il faut vraiment respecter le rythme de chacun parce qu'on ne peut pas. On peut pas. Alors, pour les sports collectifs, c'est un peu difficile, bien qu'il y ait des outils pour individualiser maintenant au mieux ces séances. Mais il faut vraiment essayer de respecter les rythmes de chacun. Voilà, pas tout le monde progresse de la même façon. Donc, ce n'est pas parce que un bon athlète progresse très vite sur son footing ou sur sa partie musculation qu'il faut l'augmenter pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment à respecter. Alors, là, on a vu donc les 3 clés principales pour la reprise. Maintenant, on va parler un petit peu d'intensité parce que j'en ai un petit peu abordé, je l'ai déjà un petit peu abordé avant. Il faut maîtriser l'intensité. Si on veut travailler de façon progressive, on ne peut pas passer à côté de l'intensité. Ce n'est pas possible. Alors, on parle du volume, de la quantité d'entraînement, mais une quantité d'entraînement ne veut rien dire si on ne parle pas de l'intensité à côté. Donc, l'intensité, comment on peut la gérer? Un des paramètres qui est actuellement relativement accessible, c'est la fréquence cardiaque. Il y a quelques années, il y a un réel développement des cardiofréquencemètres, donc des ceintures. Là, actuellement, il y a un vrai boom des montres connectées et compagnie. Là, récemment, j'ai lu un article où il sortait une bague, donc, qui va bientôt sortir, une bague qui va enregistrer maintenant la fréquence cardiaque, les pulsations, etc. On va avoir de plus en plus d'outils connectés et abordables, qu'on pourra avoir d'ailleurs dans la vie de tous les jours, mais qui nous permettent d'avoir des fréquences cardiaques, en plus du cardio-fréquencemètre. Donc, pour un petit rappel, quand on parle de fréquence cardiaque pour l'entraînement, il y a des zones cibles. Et pour avoir les zones cibles, il faut d'abord avoir un maximum et souvent un minimum.
Alors, le maximum, la fréquence cardiaque maximale, elle peut être souvent révélée sur des épreuves d'effort cardiologiques. Alors, souvent, c'est adressé aux personnes qui ont déjà des pathologies cardiaques. Pour le sportif qui n'a pas forcément un certain âge ou de pathologie, qui n'a pas fait d'effort cardiaque, il y a d'autres aussi possibilités d'avoir une fréquence cardiaque max. Mais si jamais on a fait une épreuve d'effort et que cette épreuve d'effort-là a été amenée à son maximum, parce que des fois on peut arrêter avant, suivant le cardiologue, si elle a été amenée à l'épuisement, on a une fréquence cardiaque maximale. Sinon, il y a des fréquences cardiaques maximales théoriques. Alors là, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. En termes de fréquence cardiaque maximale théorique, il y a deux équations, dont une qui est très populaire, c'est 220 moins l'âge pour les hommes et 226 moins l'âge pour les femmes. Alors, c'est des équations qui ont été calculées il y a pas mal d'années, c'est en 1954, par Astrand et ses collaborateurs. Alors, le problème de cette équation-là, c'est qu'il y a quand même une erreur de mesure assez importante. Moi, honnêtement, je m'en suis servi quelques fois et ça tombe très rarement juste entre les fréquences réelles max et les fréquences théoriques. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus ou moins 10 battements d'écart. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait, avec cette équation-là, 180 fréquences maximales, statistiquement, il pourrait avoir entre 170 et 190. Donc, c'est un seuil énorme, c'est très différent. Donc, voilà, il y a une grosse marge d'erreur, malheureusement. C'est un calcul, en même temps, qui est facile à faire, 220 moins l'âge. Une autre équation qui est plus précise, qui est plus récente aussi de 2007, alors qui est plus technique de tête, je ne vous le conseille pas. En revanche, avec les téléphones, maintenant, on a tous une calculatrice dans la poche. On ne le calcule qu'une fois. C'est 191,5 moins, entre parenthèses, l'âge fois 0,07. Ça permet d'avoir une estimation plus précise de la fréquence cardiaque maximale. Donc, le au carré, on fait 2 fois. On fait l'âge fois 0,07, si vous voulez le faire sur votre téléphone. Ça permet d'avoir une estimation plus précise en fonction de l'âge. Cette équation-là, elle a une erreur de plus ou moins 3 battements. Donc, on a déjà bien resserré la précision. Donc, entre plus ou moins 10 ou plus ou moins 3, ça permet de mieux estimer sa fréquence max. Et après, chaque année civile, on retranche 1. Parce que chaque année, on perd un battement de maximum. Donc, ça, une fois qu'on l'a calculé, c'est bon. Donc, ça, c'est pour les fréquences cardiaques maximales théoriques. Alors, juste pour ceux, parce que j'en ai parlé, je ne l'ai pas marqué, pour ceux qui n'ont pas accès à une épreuve d'effort cardiologique, il y a aussi la fréquence cardiaque de terrain, parce que je pense qu'il y a pas mal de sportifs ou d'entraîneurs qui m'écoutent. En gros, la fréquence cardiaque maximale, elle est atteinte sur un effort maximal de 2 à 3 minutes. Donc, globalement, sur les sprinters, si c'est les 400, les 800, ou alors en fin de compétition. Par exemple, si on part sur un 5 bornes ou un 10 bornes, généralement, si on se donne bien à fond sur un jour de compétition et qu'on a un cardio-fréquence-mètre, au moment de passage de la ligne d'arrivée, en général, on est très proche de son maximum. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une valeur réelle de sa propre physiologie sans avoir à passer une épreuve d'effort. Donc, soit sur un stade d'athlète, faire un 400 ou un 400, 500, et à la fin, on a sa fréquence max, si on la fait à fond, soit sur une compétition de course, souvent, c'est à la fin. À la fin de la compétition, jusqu'à des 10 km, on arrive à avoir une fréquence max. Hop. Ensuite, les outils de mesure. Donc, le plus ancien et empirique, c'est la prise de pulsation cardiaque manuelle. Donc ça, je pense qu'on l'a tous fait à l'école ou tous fait dans les clubs. Donc, c'est tout simplement de compter sa pulsation. Pour rappel, pour cette méthode-là, qui est très simple et qu'on peut faire tout le temps, pour être fiable, il faut compter sur 15 secondes. Donc, pendant 15 secondes, on compte le nombre de pulsations et on multiplie par 4. Pourquoi ? Parce que si on compte sur une minute, pendant une minute, la fréquence baisse, diminue si on s'arrête. Et en fait, on n'a qu'une moyenne de le début de la minute à la fin de la minute. Et c'est souvent assez rapide. On perd assez rapidement, on diminue assez rapidement la fréquence cardiaque. Donc, pour que ça soit fiable, on prend les 15 premières secondes à l'arrêt de l'effort et on multiplie par 4 pour avoir une moyenne relativement haute. Donc ça, c'est abordable pour tout le monde, c'est assez ludique. Avec les enfants, ça marche très bien. Hop. Un peu plus technologique, c'est le cardio-fréquence-mètre. Alors maintenant, il y en a de toutes marques. Tout le monde s'y est mis, tout le monde les fait. Donc, c'est la ceinture cardiaque avec l'émetteur
qui est maintenant en Bluetooth avec le téléphone, avec les montres, etc. Donc là, on a en temps réel la fréquence cardiaque. Alors, pour le milieu plutôt santé médicale, on a aussi des oxymètres de pouls. Donc, c'est des petits appareils qui maintenant ne coûtent plus très cher, qu'on trouve facilement sur Internet et qui permet d'avoir aussi en 10 à 15 secondes une fréquence cardiaque quand on la met au doigt. Et en plus de la fréquence cardiaque, on a aussi la saturation en oxygène. Alors ça, pour faire un peu le parallèle avec l'épisode sanitaire actuel, c'est vrai que pour les reprises après Covid, on surveille pas mal la saturation en oxygène. Donc ce genre d'appareil-là peut être intéressant en structure si jamais on accueille des patients qui ont terminé leur épisode Covid, mais qui sont en reprise d'activité. Parce qu'on peut... En fait, la saturation, c'est le taux d'oxygène qu'on a dans le sang. Et comme ça a été perturbé souvent chez les patients Covid, c'est bien de le contrôler aussi. Donc, fréquence cardiaque et saturation en oxygène. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, les montres connectées. Alors ça le vent en poupe. Ça fait quelques années que ça explose. Les prix sont de plus en plus abordables. Il y a pareil toutes les marques qui s'y mettent. Et c'est de plus en plus maniable, fonctionnel, facile à utiliser, etc. Donc, il y a quelques années, c'était pas très fiable en termes de prise de pulsation. Ça devient de plus en plus fiable. Il y en a même, alors on va vérifier, mais il y en a même qui prétendent que leur nouvelle technologie qui arrive serait équivalente à un électrocardiogramme. À voir. En tout cas, leurs études le montrent. Donc, ça devient de plus en plus fiable. Il y a aussi le téléphone. Alors, on n'y pense pas souvent, mais en fait, il y a des applications qui existent sur le téléphone. Alors, ça aussi, c'est plus ou moins fiable. Moi, j'en ai testé une sur mon téléphone. En fait, c'est des applications qui, grâce au flash et à l'appareil photo, permettent, comme un saturomètre, en fait, de mesurer la pulsation cardiaque. Ça se prend en général sur 15 à 30 secondes, le temps de capter la fréquence. Certains, c'est plutôt fiable. Pour l'avoir comparé avec notamment un saturomètre et un cardiofréquencemètre en même temps, c'est plutôt fiable. Ça ne marche pas dans toutes les conditions, mais c'est souvent gratuit. C'est des applications gratuites qui permettent d'enregistrer sa fréquence cardiaque. Donc ça, voilà, il y a une batterie d'outils différentes pour pouvoir enregistrer la fréquence. Alors, un autre outil de mesure, donc là, c'est un des premiers outils, la fréquence cardiaque, pour mesurer l'intensité. Un autre outil qu'on utilise, alors c'est un outil qui n'est pas récent, qui existe depuis de nombreuses années, mais qu'on essaie d'utiliser de plus en plus, et dans les formations, on le voit de plus en plus, c'est les échelles de perception de l'effort. Alors, un des premiers auteurs à l'avoir proposé, c'est Borg. Donc, ça s'appelle d'ailleurs l'échelle de Borg. Donc, entre une cotation de 6 à 20. Et les échelles un peu plus modernes, qui sont, elles, entre 0 et 10, qui sont pour moi un peu plus faciles à mettre en place avec mes sportifs. Donc, ça, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement d'arriver à se coter, à se donner une note en termes de fatigue et de ressenti de l'effort. Pour faire simple, le 0, c'est pas d'effort perçu, c'est rien du tout, c'est quand on est assis. Et le 10, c'est l'effort maximal que vous ayez jamais fait. Et en fait, quand on prend l'habitude de se noter, de noter sa perception de l'effort, c'est un reflet de l'intensité. Et ça marche très bien. C'est très subjectif et pourtant, ça marche très bien. Il y a vraiment des études très fiables qui sont en faveur de la perception de l'effort par ces cotations-là, qui sont de plus en plus fiables et qui correspondent aussi, du coup, à une très bonne corrélation avec la physiologie. Donc, ce qu'on ressent se passe en réel en termes de physiologie. Donc ça, il faut la maîtriser un petit peu au départ. Il faut essayer de trouver le minimum et le maximum. Et en fonction de ce qu'on veut atteindre, par exemple, un effort moyen, il faudrait coter entre 3 et 4 sur 10. Voilà, pour soi ou pour le sportif. Et ainsi de suite, si on veut, par exemple, faire du travail intermittent à haute intensité, là, on va plutôt être sur du 6 à 7 sur 10. Et ça permet vraiment d'avoir un retour de son sportif ou de soi-même en termes d'intensité, sans avoir d'outils quelconques. Donc ça se fait assez bien. Et en groupe, c'est assez facile à gérer. De savoir qui a 3, qui a 4, qui a 5. En club, ça marche plutôt bien. Enfin, j'encourage en tout cas à le faire. Alors, un autre indicateur, parce qu'on en parle aussi souvent, c'est les courbatures. Alors, indicateur de l'intensité, oui et non. Alors, oui, dans le trop, ça c'est clair. Quelqu'un qui reprend et qui, moi, vient me voir et qui me dit pendant une semaine, j'ai rien pu faire derrière, c'est que la reprise est ratée. C'est pas parce qu'on a des courbatures très fortes qu'on a bien repris et qu'on va progresser. La courbature, c'est quoi? C'est une inflammation liée à des micro-lésions musculaires. Et s'il y a des micro-lésions musculaires, ça veut dire que le muscle n'a pas été préparé suffisamment à faire des exercices souvent trop durs.
Donc, soit l'échauffement n'était pas bon, soit le corps de séance était trop difficile. Ce n'est pas la courbature qui fait progresser. Je tiens à préciser parce que souvent, je l'entends dire. Donc, non, ce n'est pas parce que le lendemain, on ne peut plus marcher qu'on a été efficace sur notre séance. Le gros problème de la courbature, bon, ça se répare, heureusement, mais c'est une inflammation quand même, c'est que derrière, on va mettre un certain temps à récupérer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'en ai qui ont mis une semaine, alors pas dans mon groupe, mais qui sont venus me voir en me disant, moi, j'ai repris et j'ai mis une semaine à m'en remettre. En fait, pendant une semaine, ils n'ont rien fait. Donc, en gros, pendant une semaine, on parlait de régularité, ils n'ont pas pu faire d'efforts à leur niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les jambes flinguées, ou alors les bras flingués, ou alors voilà. Donc non, les courbatures ne sont pas indispensables. C'est souvent un signe de trop forte intensité. Donc bonne, pour moi, non. Si on a des sensations musculaires le lendemain, c'est normal sur la reprise, mais il faut qu'on puisse reprendre le lendemain ou le surlendemain une nouvelle séance. Il ne faut pas que ça nous pénalise pour les séances à venir. Sinon, on ne progresse pas. Donc attention aux courbatures. Il y a une légende qui circule là-dessus. Non, ce n'est pas intéressant d'avoir une semaine de courbatures. Donc voilà pour la maîtrise de l'intensité. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'entraînement adapté. Donc là, on a vu comment reprendre les clés, etc. Comment maîtriser son intensité. Là, on va avancer. Donc l'échauffement, je vous en ai parlé. L'échauffement, indispensable. Il faut prendre le temps de faire un échauffement, surtout quand on est en reprise d'activité. Donc l'échauffement, c'est l'augmentation de la température centrale, générale, donc activité plutôt cardio. Échauffement de la température musculaire. Donc là, si on a un effort musculaire à faire, à un moment donné, si on veut courir, il faut échauffer aussi les muscles des cuisses. Il faut, dans l'échauffement, prévoir aussi un temps d'amélioration de la coordination. Donc, c'est souvent des petits exercices. Les athlètes, ils aiment bien parler de gamme athlétique, donc les montées de genoux, les talons fesses, etc. Ça, c'est important pour travailler la coordination. Qu'on a vu tout à l'heure, on perd la coordination en plus pendant les phases d'inactivité. Et activité nerveuse. C'est que petit à petit, il faut créer de la motivation par des activités plutôt relativement intenses ou qui montent en intensité dans l'échauffement pour préparer aussi le côté nerveux à l'activité à venir. Donc souvent, on parle d'un échauffement d'abord général, puis spécifique, surtout pour les sports. Quand on va faire un sport de raquette, de course, de combat, la première partie, elle est à peu près générale pour tout le monde et derrière, il faut vraiment du spécifique. Et d'autant plus long quand on n'a pas fait depuis longtemps. Donc, c'est là où je le dis, la durée doit être adaptée à l'âge et à la forme du jeu. Donc, ça, c'est pour l'échauffement. En termes d'entraînement adapté, tout à l'heure, je parlais de remettre en condition physique. On va parler de 2 points, l'endurance et la force, pour faire très simple. Donc, l'endurance, quand on veut reprendre de la condition physique, les recommandations, c'est essayer de varier au maximum les types de séances, donc les supports, vélo, course à pied, natation, quand on peut. On peut faire qu'une activité. Mais au niveau musculaire, c'est bien de solliciter tous les groupes musculaires. Alors, on peut faire du rameur, on peut faire plein d'activités, c'est bien de varier. Varier les activités support, prendre du plaisir, je le redis, il faut trouver vraiment des activités plaisantes, surtout sur l'endurance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plus fatigable mentalement et on a moins tendance à tenir dans la durée quand on a arrêté l'effort. Il faut augmenter progressivement la durée puis l'intensité. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est d'abord la durée des séances, puis l'intensité. On n'augmente pas en premier l'intensité dans ces séances. Et c'est au moins 2 fois par semaine de travail d'endurance. C'est les recommandations. Souvent, en alternant les phases intermittentes. Donc, c'est les phases rapides, phase lente, phase rapide, phase lente. Ou le 30-30, ou tout ce qu'on entend sur l'intermittent, le fractionné. Et des sorties plutôt d'endurance fondamentale en continu. C'est bien de faire les 2. Alors, les bénéfices de l'endurance, je pense que je ne vous les apprends pas. C'est principalement cardio-respiratoire. C'est aussi nerveux, cérébral. Ça, on y pense un peu moins, mais le fait d'aller courir, faire du vélo, ça oxygène les neurones. Et vraiment, il y a un réel impact cognitif. En ce moment, on parle beaucoup de la prévention, alors le traitement, c'est un grand mot, mais la réduction des effets néfastes des maladies dégénératives, comme Alzheimer notamment, grâce au sport. Il y a de vraies études là-dessus, et Parkinson aussi. Il y a un réel impact physiologique de l'endurance, de l'oxygénation des neurones pour la préservation des neurones, justement. Ça maintient aussi, évidemment, le métabolisme, donc ça évite la prise de masse grasse au profit de la masse musculaire. Donc ça, c'était pour le travail d'endurance. Le travail de force, maintenant,
Alors, qu'est-ce qu'on entend par travail de force? Donc, dans les recommandations, on essaye toujours de travailler tous les groupes musculaires. Donc là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est la reprise par de l'activité physique, plutôt préparation physique. Donc, on se remet en bonne condition physique pour éventuellement reprendre le sport par la suite. Donc, recommandation, donc, en termes de force, alors ce n'est pas forcément en salle de musculation, hein, ça peut être du circuit à la maison. Donc, travailler tous les groupes musculaires, évidemment, pour ne pas créer de problèmes de conflit entre l'avant et l'arrière pour les épaules, etc. Privilégier l'exercice fonctionnel, donc c'est des exercices où on utilise beaucoup de masse musculaire, beaucoup de corps. Donc, ce n'est pas simplement du biceps, par exemple, mais c'est plutôt travailler à soulever, à pousser, à tirer, voilà, des exercices plutôt complets. Faut alterner les groupes musculaires pour récupérer tout simplement, hein. Quand on travaille un groupe musculaire, ensuite on le laisse reposer et on travaille un autre groupe musculaire. C'est pour ça que c'est bien de travailler sous forme de circuit training, donc en enchaînant plusieurs exercices différents. Donc ça, il y a plein de programmes qui existent là-dessus, c'est assez facile à mettre en place, même à la maison. Notamment pendant le confinement, les premiers confinements, il y a beaucoup de programmes qui ont circulé sur Internet avec des exercices à enchaîner. Alors, on peut utiliser le poids de corps et ou les charges additionnelles. Charges additionnelles, c'est tout ce qui est barre, haltère, etc. Les deux se font. Là, pareil, il y a beaucoup d'hommes qui circulent là-dessus. Il y en a qui sont pro poids de corps, d'autres pro charges additionnelles. Il n'y a pas de point négatif ni pour l'un ni pour l'autre. C'est bien de faire les deux. Des fois, c'est plus pratique de commencer avec une haltère de 1 kg pour faire du biceps que faire des tractions au poids de corps. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité d'un côté ou de l'autre. Augmenter progressivement la durée puis l'intensité, ça revient au même que l'endurance. Et au moins 2 fois par semaine, donc ça nous fait déjà 4 séances par semaine. Alors, les bénéfices de la force, c'est gagner de la force, évidemment. Donc ça, c'est important, alors pas que pour l'aspect esthétique, c'est important pour la vie de tous les jours, notamment avec le vieillissement, parce qu'on a tendance à perdre en force et par l'inactivité et par le vieillissement. Et la force, c'est quoi? C'est réussir à monter des escaliers, c'est réussir à ouvrir une bouteille d'eau, c'est en fait dans la vie quotidienne, moins on a de force, moins on est autonome. Donc ça se prévient. Et c'est vraiment un signe de mauvaise condition physique que de perdre de la force. Donc il faut travailler cette force. Ça va avec la masse musculaire. Donc malheureusement aussi l'inactivité physique et le vieillissement font perdre de la masse musculaire, qui est en partie liée à la force, mais pas que. C'est deux facteurs hyper importants pour la santé. La force et la masse musculaire. On en parle de plus en plus. D'ailleurs, c'est passé dans les recommandations générales de travailler la force. En termes de force, ça prévient aussi les problèmes musculaires et articulaires, donc problèmes de dos, problèmes de genoux. Les problèmes d'équilibre, donc tout ce qui est coordination et équilibre, c'est en travaillant la force qu'on permet d'être meilleur physiquement sur la coordination et aussi tout ce qui est ostéoporose. Ça, on y pense rarement. Principalement, les femmes ménopausées sont malheureusement très impactées par la densité osseuse. Et c'est un des publics qui doit être ciblé par le renforcement musculaire. Pas que, mais voilà, c'est à privilégier. Et en dernier point, c'est la partie technique. Donc là, c'est plutôt pour les sports. Je l'ai dit tout à l'heure, on perd en coordination quand on est inactif. Et on perd assez vite aussi les habiletés motrices. Donc, il faut retravailler les habiletés motrices. C'est pas parce qu'on a été footballeur pendant X années qu'on va reprendre à taper comme un fou dans la cage. Non, il faut réapprendre aux muscles à fonctionner ensemble. Donc, c'est la coordination. Donc, c'est du travail technique. C'est reprendre les fondamentaux dans les sports. Ça, c'est hyper important quand on est en reprise. Réadapter son matériel. On ne reprend pas ses chaussures de footing qui ont 5 ans, même si elles étaient dans le placard. Non, parce que le matériel s'use, même non utilisé, malheureusement. C'est comme les maillots de bain qui ont les élastiques qui craquent. Les semelles de chaussures, malheureusement, craquent aussi. Donc, on réadapte son matériel si on s'est arrêté depuis trop longtemps. Voilà pour la partie technique. Hop. Alors, en conclusion, donc, ce qu'on peut dire. Point important à prendre en compte, l'échauffement. Ça, c'est indispensable. Donc, toute activité sportive commence par un échauffement. Ensuite, il faut travailler son endurance, sa force et la technique. Pourquoi? Parce que ces 3 paramètres sont influencés malheureusement négativement par l'inactivité physique. On l'a vu déjà, à partir de 14 jours d'arrêt, on commence déjà à perdre en endurance. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, on reprend les fondamentaux dans les différentes capacités physiques. Et la technique aussi est hyper importante, ne serait-ce que pour ne pas se blesser. Voilà. Alors, rater la balle au tennis, ce n'est pas très grave. Par contre, si la technique est mauvaise et qu'on commence à se faire mal, notamment les tendinites qui arrivent assez vite, ce n'est pas bon.
Donc, il faut reprendre la gestuelle. Et pour ça, c'est toujours sur fond d'activité adaptée, régulière et progressive. Donc, voilà pour la conclusion. J'en ai terminé pour la présentation. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Gaël. Super présentation avec un diaporama très bien conçu qui a dû demander beaucoup de travail. Il y a une multitude de questions qui peuvent être posées. Je vais commencer par une. Tu as parlé de la fréquence cardiaque maximale théorique. Oui. Et tu as parlé de la motivation. Je vais commencer peut-être par la motivation. La motivation, le plaisir, le bien-être reste bien entendu l'élément fondamental pour permettre une reprise d'activité. Sinon, si on n'est pas motivé avec le bien-être, on ne pourra jamais aller vers la progressivité nécessaire. Donc, imaginons que la personne reprenne par plaisir une activité qu'elle a choisie, qui lui convient bien. Est-ce qu'elle doit se fixer, à partir du moment où elle commence à être un petit peu régulière, est-ce qu'elle doit se fixer une fréquence cardiaque autour de laquelle il faut qu'elle travaille? Tu as parlé de la fréquence cardiaque maximale théorique. Est-ce qu'il faut qu'elle ait son seuil? Comment est-ce qu'elle va le calculer? Alors, quand on a la fréquence cardiaque maximale théorique, après, il y a différentes plages de fréquence cardiaque. La plus pertinente, parce qu'on peut travailler à toutes les fréquences cardiaques, s'il n'y a pas de contre-indication, la plus pertinente en termes d'endurance, c'est autour des 60-70% du maximum. Donc, une fois qu'on a calculé son maximum, on le multiplie par 0,7 sur sa calculatrice, notamment du téléphone, et en fait, on obtient une fréquence cardiaque entre 0,6 et 0,7 pour la multiplication. Ça nous donne une fourchette entre 60% et 70% de notre fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est la fréquence qui est recommandée vraiment pour adapter le cœur à l'effort d'endurance et de longue durée. C'est la fréquence qui permet la meilleure adaptation cardiovasculaire à l'effort. On peut travailler à des fréquences plus hautes. Souvent, c'est lié à l'intermittent, le travail intermittent, quand on fait des phases rapides, des phases lentes, ou le 30-30, monter sur des intensités plus élevées. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, on peut aller jusqu'à 100% de sa fréquence cardiaque maximale. Ce n'est pas un danger. Derrière, il y a des récupérations, évidemment. Mais voilà, si on a un chiffre clé à garder en tête, 60-70% de sa fréquence cardiaque maximale. Merci. C'est ce qui recommande. Tu as parlé un petit peu du fractionné. Pour quelqu'un donc qui a retrouvé la motivation, qui a du plaisir, qui retrouve un petit peu de régularité, donc qui a calculé sa fréquence cardiaque au cours de laquelle il faut qu'il travaille, est-ce qu'il a intérêt, pour progresser un petit peu plus vite, à faire du fractionné? Je fais des questions naïves, mais c'est pour faire avancer le public. Est-ce qu'il a intérêt à faire du fractionné? Est-ce que tu peux donner un petit peu de précision sur le fractionné? Alors, il y a un réel intérêt à intégrer maintenant le fractionné, enfin maintenant depuis tout le temps, mais ça c'est de plus en plus avec les études, à intégrer du fractionné ou de l'intermittent dans nos programmes d'entraînement. En plus de l'endurance fondamentale, qui se fait donc à 60-70% du maximum. Pourquoi? Parce que quand on va stimuler le système cardiovasculaire de façon assez intense, puis en récupération, on travaille un phénomène, notamment qui permet d'accélérer le cœur et de ralentir le cœur. Ça s'appelle l'adaptation à l'effort et à la récupération, qui est primordial pour la santé. Pourquoi? Parce que demain, vous n'êtes pas en activité physique, mais à un moment donné, vous êtes au pied d'un immeuble et vous devez monter au 4e étage. On n'a pas le temps de s'échauffer, on n'a pas le temps de récupérer. C'est un effort intense quotidien qui arrive soudainement. À un moment donné, il faut que le cœur soit capable de monter rapidement dans les tours pour amener le sang qu'il faut aux muscles, etc. Et ensuite, arriver à l'étage, quand on est sur le palier, si on a besoin de discuter, il faut avoir récupéré. Et ça se travaille par le fractionné. Donc, le fait de monter le rythme cardiaque et de baisser le rythme cardiaque sur une même séance, ça permet vraiment de travailler cette adaptation cardiaque à l'effort qu'on retrouve en fait au quotidien. Au quotidien, on a besoin d'un cœur qui est capable d'accélérer vite et de ralentir vite pour s'adapter à l'effort. Et la progression sera meilleure, plus rapide? Et la progression sera plus rapide parce que c'est vraiment en parallèle, il faut faire les deux. Je pensais aux femmes maintenant, aux femmes d'un certain âge qui reprennent une activité, qui reprennent la marche rapide et puis peut-être un petit peu de footing. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour protéger le périnée? Alors, on peut passer par des rééducations. Ça existe pour les femmes enceintes de plus en plus, et tant mieux. Mais même longtemps après l'accouchement, on peut quand même, avec les sages-femmes ou les kinés, faire des rééducations périnéales. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans les clubs et c'est dommage, mais ça existe et j'encourage à le faire d'ailleurs.
Pourquoi? Parce que c'est un réel problème. Ça, il faut le prévenir. Ça passe par un travail abdominal et périnéal de qualité. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est évidemment éviter tout ce qui est les abdominaux crunch, donc les raccourcissements au niveau du ventre. On privilégie toujours plus le gainage, le travail avec élastique. Il faut éviter l'hyperpression en fait dans le ventre. Ça, passé un certain âge, il faut vraiment retravailler la sangle abdominale avec l'expiration. C'est un réentraînement là pour le coup, voire une rééducation, qui est vraiment important. Et ça passe par là aussi pour ressentir son périnée et ses muscles abdominaux qui doivent travailler en synergie. Si vraiment il y a des problèmes de ce point de vue-là, je conseille quand même d'aller voir effectivement en priorité une kiné ou une sage-femme pour faire quelques séances. Des fois, c'est assez court, c'est de reprendre un petit peu la conscience de la contraction au bon endroit du périnée. Mais voilà, c'est pas parce qu'on vient pas d'avoir un enfant qu'on ne peut pas le faire cette rééducation. Et surtout pour les éducateurs, attention à vos pratiques dans les abdominaux surtout, voilà, principalement, ou les sports à impact. C'est vrai que si une femme d'un certain âge veut reprendre le volleyball, il y a des impacts, ou même la course à pied, suivant l'intensité, ça peut arriver malheureusement qu'il y ait des problèmes de périnée. Il faut le prendre en compte, il faut en parler à un professionnel, et il faut le prendre évidemment en compte. Voilà. Merci. Alors, tu me parlais de 2 séances d'une demi-heure par semaine, ça c'est pour la reprise. Oui, c'est un seuil. C'est un seuil minimal. Et puis, effectivement, après, peut-être qu'on peut augmenter un peu. Quand on parle du bénéfice de l'activité physique sur l'incidence des cancers et des récidives des cancers, 25% de cancer de la prostate en moins chez les hommes qui font du sport, 25% de récidive en moins de la cancer du sein chez les femmes qui font du sport, mais c'est pas 2 fois, enfin, c'est pas la balade du dimanche matin qui compte, c'est 3 fois 1 heure. C'est ça. Donc, si on veut réellement avoir un bénéfice sur la santé grave, il faut augmenter un petit peu par rapport à ça. C'est la reprise. Et donc, c'était très important de préciser que c'était effectivement la reprise. Oui. Donc, merci encore une fois beaucoup.